Commence. Alors déjà, je vous remercie d'être tous présents ce soir. Ça me fait très plaisir euh, de vous avoir avec moi à distance. Et juste pour peut-être ceux que je ne connais pas encore, juste pour me présenter en deux mots, voilà, je m'appelle Guillaume Lazara. Moi, ça fait près de plus de 10 ans, ouais, maintenant, 12 ans maintenant que je vais au CESAC. Et je suis actuellement donc président du CESAC. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de réincarnation, parce que, en fait, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Gabriel Delanne qui s'appelle La réincarnation. Et donc, toute cette conférence que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, j'ai essayé de vous faire un résumé du cheminement intellectuel qui est exposé dans ce livre et qui a mené à convaincre en quelque sorte les spirites et puis même les moins spirites à admettre, enfin convaincre voilà, que la réincarnation était une théorie très plausible, voire bien démontrée, hein, pour les plus convaincus. Donc vraiment, voilà, on aura l'occasion d'aborder en long, en large la thématique ce soir, mais il y a énormément d'exemples dans ce livre. Et donc, si vous voulez vous convaincre, vous aussi, un peu plus a posteriori, moi, je vous invite en tout cas à aller piocher dans ce livre qui, au-delà du cheminement intellectuel, expose beaucoup de cas en détail et expose beaucoup aussi les précautions qu'on va évoquer, qu'ils ont utilisées pour avancer sur cette démonstration de la réincarnation. Dans le même genre, je vous ai pointé aussi quelques ouvrages de Gabriel Delanne qui complètent aussi tous ces œuvres, cette œuvre de la réincarnation, avec notamment un que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais que j'ai feuilleté par un chapitre. C'est les apparitions matérialisées des vivants et des morts, qui est aussi un ensemble de recueils d'expériences assez étonnantes, voilà, qu'on ne fait plus vraiment encore aujourd'hui, mais qui a dû convaincre beaucoup de monde. Voilà. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu et de me remettre un peu dans le contexte. Voilà, en fait, il faut voir que donc, le spiritisme est apparu donc, au milieu du 19e siècle, et notamment avec cette œuvre majeure qui a été publiée par Allan Kardec en 1857, donc le Livre des Esprits. Voilà. C'est assez drôle parce que c'est l'année de naissance de Gabriel Delanne, qui va nous intéresser donc ce soir. Suite à cette publication du Livre des Esprits, ça a beaucoup touché toutes les classes de la société, hein, cette notion de spiritisme. Ça a vraiment mis en lumière tous ces phénomènes. Donc il y a eu déjà beaucoup de discussions à l'époque. Et ça nous amène donc ensuite à la mort de Kardec en 1869, qui a quand même passé l'essentiel de sa vie à essayer de convaincre les gens du bien fondé de ce que nous avaient apporté les esprits à travers ce livre. Et ce qui est, je trouve, intéressant dans ce livre, La réincarnation, donc, et donc ce que je vais vous parler ce soir, c'est que c'est un livre qui résume tout ce qui s'est fait entre-temps, du coup, entre cette publication du Livre des Esprits de 1857 et 1924. Donc ça donne un bon, on va dire, spectre d'années de recul, hein, de plus de 60 ans, qui, du coup, permet d'avoir une bonne compilation de faits, d'études, euh, et pas uniquement en France. Voilà, ce qui a aussi une grande valeur, comme on va le voir. Voilà. Et c'est fait partie aussi des derniers livres qui ont été écrits par Gabriel Delanne, qui est mort donc en 1926. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait aussi donc beaucoup de publications qui étaient faites sur ces sujets, des revues scientifiques, spirites, qui s'intéressaient à ces phénomènes. On a vu aussi beaucoup de sociétés métapsychiques, sociétés psychiques, etc., qui ont émergé dans différents pays pour recueillir de nombreux témoignages et du coup apporter beaucoup de crédit à ce qui est écrit dans ce livre. Voilà. Une autre chose qui était très intéressante, et c'est ce qui a aussi porté mon intérêt sur ce sujet, c'est que, en fait, quand on lit le livre des esprits, on a l'impression que la réincarnation est une évidence. Et pour ceux qui sont spirites, on va dire de nos jours, comme, voilà, comme nous, on a l'impression que c'était quelque chose de presque acquis une fois qu'on avait eu le message des esprits. Et en fait, il n'en est rien,
puisqu'en fait, Kardec, pour pouvoir justifier la valeur de ses écrits dans le livre des esprits, avait fait en sorte de prendre plusieurs médiums, de leur poser les mêmes questions et de recouper les réponses pour vérifier la cohérence et la convergence des propos. Et donc ça a bien marché sur ces questions. En France et globalement en Europe, on avait une très bonne cohérence, une très bonne convergence sur toute la thématique de la réincarnation, et notamment sur cette théorie de la réincarnation telle qu'on la connaît aujourd'hui dans le milieu spirit. C'est-à-dire qu'on peut se réincarner plusieurs fois sur Terre, que on est amené à évoluer dans d'autres mondes, etc., etc. Le problème, c'est que si on s'appuyait uniquement sur la méthode de Kardec, eh bien, ça ne marchait pas à l'échelle mondiale. C'est un peu gênant, il faut le dire. En fait, la convergence des messages ne convergeait pas vers les mêmes réponses en fonction des pays. Et il se trouve notamment que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, une très grande majorité des esprits, à l'époque de Kardec, réfutaient la thèse de la réincarnation, ou s'ils l'acceptaient, considéraient qu'on s'en réincarnait qu'une seule fois sur Terre, par exemple, et qu'ensuite toutes les autres incarnations se faisaient ailleurs. Donc là, il y avait un vrai problème. Pour autant, voilà, on sentait que c'était quand même pas mal ce qui avait été raconté côté Kardec. Donc évidemment, vous vous doutez bien que dans une époque où on se questionnait beaucoup sur ces phénomènes, il y a beaucoup eu de discussions, de contradictions, enfin de détracteurs qui ont essayé de démontrer que ça n'avait aucun sens. Et en fait, ça a été finalement assez utile puisque ça a poussé des scientifiques, des personnes, on va dire, sérieuses, avec une démarche vraiment scientifique, à aller plus loin et à raisonner vraiment dans chaque détail, dans chaque contradiction qui était mise en évidence pour vérifier cette thèse. Et donc, vous allez le voir tout au long de cette présentation, et vous pourrez le voir encore plus dans le livre si vous le lisez, ils ont vraiment établi des protocoles et des critères très stricts pour pouvoir valider les témoignages, les expériences, et en arriver à des conclusions. Voilà. Je dirais que c'est la partie peut-être la plus scientifique du spiritisme, en tout cas de ce que j'en connais. Voilà. Alors je vous propose de rentrer dans ce vif du sujet et de dérouler un petit peu ce raisonnement en abordant donc 2-3 concepts comme la survivance de l'être, la mémoire de l'âme, et puis la notion d'évolution qui est induite par l'incarnation. Alors commençons par la survivance de l'être. En fait, évidemment, si on se dit qu'on se réincarne, ça veut dire que, en fait, si on admet que, voilà, on meurt, qu'on n'a plus de corps à la fin de la vie, eh bien, il y a quelque chose qui reste. Donc, avant même de réfléchir sur quel type de réincarnation on peut imaginer, ou est-ce qu'on garde nos identités d'une vie à l'autre, il faut réussir à prouver qu'il y a bien quelque chose qui survit à la mort du corps, et que de fait, eh bien, on peut essayer de se réfléchir à ce cercle de réincarnation. Et c'est exactement par là qu'ils ont commencé à démontrer tout ça. Une première chose, c'est qu'à l'époque, en fait, on ne pouvait pas ignorer, dès cette époque-là, que au-delà du corps, il y avait quand même des capacités qui étaient inexplicables. Il y a beaucoup de témoignages dès ces époques-là, et puis même avant, même dès le 18e, on commençait déjà à parler donc, de magnétisme, on se rendait compte qu'il y avait des actions invisibles qui pouvaient être réalisées d'un être vers un autre. Et donc on avait déjà des témoignages de choses comme ça un peu extraordinaires, qu'on ne comprenait pas, qu'on mettait même parfois sous le compte de la magie à l'époque, mais où on pouvait bien voir que des gens pouvaient dépasser leur sens physique. Donc typiquement, c'est ces actions à distance, c'est la télépathie, la vision à distance, la connaissance de l'avenir, des choses qui finalement sont assez banales. Et en tout cas, dans l'histoire de l'humanité, on le retrouve dans beaucoup de cultures. Et pour autant, voilà, ça existait déjà, et des gens s'y intéressaient à l'époque. Il y avait des expériences dans l'armée pour essayer de tirer parti de ce genre de choses. Il y avait voilà, donc Mesmer avec toutes ses études du magnétisme. Et puis des témoignages, alors notamment la bilocation, et il raconte des témoignages qui avaient lieu à l'époque.
c'est un témoignage qui m'a frappé. Il parlait par exemple d'un bateau qui était en pleine tempête, avec des marins qui ont été pris par surprise, on va dire, par cette tempête. Et en fait, il y avait une personne qui était passager, qui dormait dans ce bateau, et qui a été vue par tous les marins, qui leur a expliqué qu'est-ce qu'ils devaient faire pour sortir de cette tempête sain et sauf. Et, euh, et puis finalement, ils s'en sont sortis. Et quand ils ont discuté avec ce marin après pour le remercier, bah, ils se sont rendus compte que ce marin avait dormi pendant toute la tempête. Et voilà, et pour autant, tout le monde avait pu le voir, interagir avec lui, parler, et il avait donné des conseils aux gens. Voilà, donc c'est des genres de témoignages un peu troublants, surtout que là, pour le coup, bah, ils étaient plusieurs, hein. Il y avait tout un équipage entier qui avait vu cette personne être dédoublée. Donc, oui, des témoignages comme ça, un peu troublants, qui nous les font dire qu'il y a quand même quelque chose. Les choses ont commencé vraiment à changer à partir de la moitié du 19e siècle parce que il y a eu un réel intérêt et une recrudescence de phénomènes dits spirites. Et alors, on ne les a pas compris tout de suite comme ça, hein, mais à force de les observer, on a compris. Hein. Au début, ça a démarré avec les Sir Fox qui entendaient des coups frappés, qui commençaient à pouvoir communiquer, à se rendre compte que les coups étaient intelligents. Et puis petit à petit, on a découvert que derrière cette intelligence manifeste à travers des coups ou des objets qui se déplaçaient, comme les tables tournantes, eh bien, il y avait aussi euh, des êtres qui s'exprimaient. Et ça s'est confirmé quand ils ont commencé à apparaître, voilà, et à communiquer de plus en plus distinctement avec des méthodes comme le Ouija ou même la planchette, enfin ouais, voilà, enfin ouais, le Ouija ou l'écriture automatique. Donc ça a permis de nous rendre compte que au-delà donc de la matière, il existe des personnes qui peuvent vivre leur vie en quelque sorte. Et ce qui est fascinant, c'est que ces personnes disent être décédées. Voilà. Donc c'est des gens peuvent raconter leur vie, qui peuvent dire qui ils étaient, ce qu'ils ont vécu en particulier. Et ça a beaucoup intrigué les gens, qui évidemment se sont questionnés. Est-ce que c'est une hallucination collective? Est-ce que ça vient des personnes en présence qui apportent leur intelligence et qui manifestent ça d'une manière ou d'une autre? Et en fait, à force de faire des protocoles et des expériences, on a pu mettre en évidence que ces informations apportées, eh bien, même si elles étaient inconnues de l'Assemblée, des personnes présentes, elles pouvaient être réelles et parfois même vérifiées hein, a posteriori en faisant des recherches. Voilà. Donc ça, c'était assez troublant déjà de voir qu'on pouvait avoir de l'information à partir de rien. Voilà. Personne, les esprits se manifestaient comme ça. Et puis, une autre chose qui a été mise en évidence avec ça, dans les phénomènes spirites, c'est que l'esprit, donc les personnes qui restent après la mort, ont quand même un corps, ont quand même une forme. Hein. Et donc, c'est ce que Alan Kardec va appeler le périsprit, donc cette espèce de corps spirituel, qui dit semi-matériel, c'est-à-dire que c'est un corps un peu vaporeux, qui peut se densifier ou pas, hein, et donc qui se rendre plus ou moins visible. Et ce corps a cette particularité de pouvoir prendre la même apparence que du vivant de la personne, et est en quelque sorte cette espèce d'incarnation, d'individualisation de la personne en dehors du corps. Voilà. Et donc, à travers ce périsprit, ces personnes dites décédées, ces esprits, euh, expriment leur intelligence, leur volonté, leur propre sensibilité. Et c'est avec ces phénomènes-là qu'on a pu déjà valider en grande quantité d'expériences que des esprits ou des personnes pouvaient survivre à la mort et garder leur individualité. Et ça, c'est important. Voilà, parce qu'on pourrait très bien avoir une part de nous un peu éthérée, mais qui survit, mais qui perd notre individualité. Voilà, il y a quelque chose qui se réincarne, mais qui n'a pas d'individualité, qui est juste voilà, quelque chose qui revient. Donc là, non. Il y a quelque chose qui reste, c'est en plus, c'est pas juste quelque chose de vide, c'est quelque chose qui est nous. Voilà, notre personnalité. Plus troublant encore,
Et c'est les phénomènes de matérialisation, et c'est probablement ces phénomènes-là qui ont le plus convaincu les scientifiques de l'époque. Je disais notamment un témoignage d'un physicien qui est justement dans ce livre qui disait à quel point il était consterné par le fait que c'était incroyable ce qu'il avait vu, mais que même si on trouvait qu'il était ridicule, bah, c'était vrai. Voilà. Il acceptait qu'on se moque de lui parce qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Et ça, c'était assez fascinant parce que ces matérialisations se sont vraiment reproduites et pouvaient se reproduire presque à volonté dans certains groupes, grâce à certains médiums, hein, il faut des médiums avec une certaine faculté. Et ils arrivaient à obtenir des matérialisations partielles ou totales des esprits. Donc, parfois, vous aviez juste le buste, toute la partie haute du corps. Parfois, vous aviez une main, une tête, voilà, une partie du visage. Et parfois, plus encore, des corps entiers. Mais quand je dis entiers, et c'est ça qui est encore plus troublant, c'est des corps qui ressemblent comme une goutte d'eau à un corps d'incarné. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des corps, pendant plusieurs heures, les esprits étaient matérialisés. On pouvait les regarder comme n'importe qui dans cette pièce. On pouvait les ausculter, et c'est ce que les gens ont fait. Hein. Ils prenaient le pouls des corps matérialisés, donc ils sentaient le pouls de l'esprit, qui était différent de celui du médium, notez bien. Ils pouvaient entendre le cœur battre, ils pouvaient entendre la respiration. Plus encore, ils pouvaient vérifier qu'il y avait bien un dégagement de CO2 à l'expiration. Voilà, c'est quand même assez fou, hein, de se dire ça. Donc il y avait un vrai corps fonctionnel. Et en plus, quand la personne de son vivant avait des infirmités ou des signes distinctifs particuliers sur le corps, ces particularités corporelles étaient parfaitement reproduites dans ce corps matérialisé. Donc ça, c'est quand même très très troublant. Et, et ça a permis de voir à quel point, en fait, ce périsprit, cette partie spirituelle de notre être, eh bien, est responsable de maintenir le corps physique. Voilà. Et ça, c'est quand même assez important dans notre histoire, parce que s'il est capable de maintenir ce corps physique, ça veut dire qu'il est indispensable pour que le corps se développe et existe. Et donc, peut-être, sûrement même, il existe avant le corps. Hein, sinon, le corps ne peut pas être là. Voilà. Donc, il y a aussi une expérience que j'aimerais vous citer par rapport aux matérialisations. C'est l'expérience avec des moulages en cire. D'ailleurs, il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Hein, et donc, ils ont fait des expériences où ils avaient des bains de cire, de paraffine, et les esprits matérialisés, par exemple des mains, des bustes, des parties de corps, hein, même, je me demande même s'il n'y a pas eu des organes. Et en fait, laisser leurs traces dans cette paraffine, et ils ont fait expertiser, sans rien dire, hein, évidemment, à des experts du domaine, ces moulages. Et les experts attestaient formellement que ça ne pouvait pas être une supercherie parce qu'il y avait une absence de défaut dans la cire, hein, qui aurait dû être causée par le retrait de la main, par exemple, ou de l'élément qui était moulé, et que du coup, c'était pas possible. L'élément s'est forcément dissipé d'un coup. Voilà. Donc c'est très très troublant, et c'est des rapports qui sont officiels, publiés. Voilà. Donc, vous voyez, avec ça, on a appris vraiment que le périsprit est essentiel pour la formation du corps. Donc ça questionne. Ok, l'esprit survit, le périsprit survit à la mort, notre individualité survit à la mort, mais plus encore, notre corps a besoin de cette individualité, de ce périsprit, pour pouvoir exister et être organisé. Et donc, ça suppose qu'il y a peut-être quelque chose avant notre naissance. Je voulais rajouter aussi, partager par rapport à ces expériences, les choses qui sont même allées jusqu'à vérifier pour voir s'il n'y avait pas des tricheries ou des biais par rapport à des capacités liées au médium. Hein, puisque grâce à Kardec, à l'époque, on savait à quel point le médium pouvait influencer des phénomènes. Hein, et donc, du coup, on a voulu trouver des protocoles, des expériences où au maximum, on pouvait dissocier
le fait objectif de l'intervention du médium. Voilà. Et donc, ils ont vérifié des choses comme le fait que l'esprit ressemble bien à quelqu'un d'autre, enfin, n'est pas connu par les assistants, que tout le monde est capable de le voir de la même manière, il n'y a pas une hallucination particulière. Ils les ont photographiés, ça a marché. Voilà, il y a ces histoires d'empreintes, des pièces objectives. Et puis, voilà, ils ont pu parler, ils ont pu écrire, tout ça avec aisance. Et, euh, et donc, ce n'était pas des dédoublements du médium, parce que ces esprits ne ressemblaient pas au médium, déjà, hein, et ils ont vraiment vérifié. En plus de ça, l'esprit pouvait être là en même temps que le médium, lui parler, hein, c'est quand même assez fou. Et en plus, ils arrivaient parfois à obtenir des matérialisations d'un esprit en présence de médiums différents. Donc là, ça commence à insister bien sur le fait que le médium importe peut-être pas. Hein. Plus tous les contrôles d'identité qui ont été faits a posteriori. Voilà. Et donc, l'analyse de toutes ces expériences qu'ils ont eues, c'est de se dire, finalement, nous, on est dans des corps physiques, notre corps dure toute une vie. Est-ce que nous, finalement, on n'aurait pas un périsprit dès la naissance, qu'on aurait condensé dans un corps pour 70 ans, 100 ans, de la même manière que ces esprits, sans corps, peuvent le faire pendant 1 minute, 2 heures, 3 heures. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une similarité dans ce processus d'incarnation? Donc ça, c'est... vous voyez, sur cette première partie, on arrive à se dire, ça y est, en fait, notre esprit existe au-delà de notre corps. Nous ne sommes pas notre corps. Et donc, maintenant, il reste à se dire, est-ce que la réincarnation a du sens? La réincarnation, si on la prend comme ça, on devrait se dire, eh bien, si elle existe, on a eu des vies passées. Et donc, si on a eu des vies passées, a priori, on devrait s'en souvenir, puisque quand on quitte notre corps et qu'on parle à un esprit décédé, eh bien, celui-ci peut nous raconter sa vie. Donc, c'est qu'il s'en souvient. Donc, a priori, si je reviens dans un autre corps, eh ben, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas raconter la même chose que ce que j'ai fait, sur ce que j'ai fait dans mes vies d'avant. Voilà. Donc là, en fait, c'était un peu gênant parce que on partait avec un handicap. Jusqu'à preuve du contraire, quasiment personne, on peut dire même personne n'avait pu raconter ses vies passées jusqu'à maintenant. Et donc, tout allait dans le sens de dire que la réincarnation n'existe pas. Et donc, le raisonnement, ça a été de se dire, pour pouvoir croire dans cette réincarnation, il faut qu'on arrive à démontrer que même si peut-être on oublie une partie de nos vies, il y a quand même un lien entre notre mémoire d'une autre vie et la vie d'aujourd'hui. Voilà. Comment on peut mettre en évidence ce lien et que même s'il y a des oublis plus ou moins partiels ou totals, la mémoire perdure. C'est l'objet de cette deuxième partie. Alors en fait, à l'époque, ils s'intéressaient déjà à ce sujet dans le milieu médical. Et c'est pour ça aussi que ça a inspiré aussi pas mal les chercheurs du milieu spirit. Dans le domaine médical, on parlait à l'époque de l'ecmnésie. Je ne sais pas si je le prononce très bien, un peu de mal à le dire ce mot, mais c'était un phénomène qui était étudié par la science et qui produisait des résurrections de souvenirs oubliés de la vie actuelle. C'est-à-dire que les personnes, une personne de 50 ans, par exemple, qui est face à moi, eh bien, à l'âge de 20 ans, par exemple, elle avait un problème de genou. Elle avait une douleur au genou. Voilà, ça lui a passé, puis maintenant, elle a 50 ans. Et il se trouvait qu'en frappant ce genou d'une certaine manière, eh bien, on pouvait susciter chez cette personne des souvenirs de l'époque, et donc elle se projetait intégralement à l'époque, c'est-à-dire qu'elle ressentait la douleur qu'elle avait, elle pouvait la décrire telle qu'elle la ressentait à l'époque, elle pouvait raisonner comme elle raisonnait à cet âge-là, donc là on disait à l'âge de 20 ans par exemple, et plus étonnant encore,
quand elle faisait cette régression de souvenirs, hein, quand elle repartait dans ses souvenirs, elle n'avait pas conscience de la personne qu'elle était quand elle avait 50 ans, quand elle a 50 ans, là. C'est-à-dire la personne d'aujourd'hui. Voilà. Elle repartait intégralement dans cette personne de l'âge de 20 ans avec son mal de genou et n'avait pas la possibilité d'accéder à la mémoire d'elle-même, ce qui est quand même assez troublant, de quand elle a 50 ans aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un cas, mais il y en a eu plein d'autres, hein, évidemment. Et ce qui était très troublant dans ce phénomène, et c'est ce qui a d'autant plus intéressé les spirites, c'est que ces résurrections de souvenirs étaient intégrales, enfin, dans le sens où on pouvait retrouver donc des sensations physiques, des émotions, des sons, des images, des odeurs, une personnalité, des manières de parler. Hein, si on régressait à l'âge de 5 ans, on parlait comme un enfant de 5 ans, hein, avec le même vocabulaire, les mêmes intonations. Et puis, encore plus troublant encore, si on demandait à la personne de nous décrire des faits de sa vie, elle était capable d'aller chercher des détails de scènes qu'elle avait vécues, mais qu'elle n'avait jamais eues au conscient. Vous voyez. Par exemple, vous assistiez à un dîner, voilà, mondain, vous parliez avec deux personnes, eh bien, si je vais arriver à vous faire régresser de souvenirs via ce phénomène d'ecménésie, vous vous retrouveriez dans ce tableau de, de dîner mondain, là, de cocktail mondain, et je pourrais vous demander, mais qui était à côté de vous à ce moment-là, qu'est-ce qu'il racontait? Parce que et même si j'étais en train de parler à une autre personne, eh bien, je serais capable d'aller chercher dans ma mémoire ces choses qui m'ont touché, spirituellement parlant, hein, qui ont été enregistrées au fond de mon périsprit. Voilà. Donc c'est un phénomène très très puissant et qui a notamment inspiré des choses comme l'hypnose et tout ça après. Voilà. Et alors, ça nous intéresse parce que ce phénomène met en évidence une chose essentielle, c'est que tout, absolument tout ce qui impacte notre être dans notre vie, hein, consciemment ou inconsciemment, laisse des traces au fond de notre esprit euh, et, euh, et donc on garde une mémoire intégrale, psychique, physiologique, émotionnelle de tout ce qui s'est passé à chaque instant. Voilà. Et c'est un peu comme si, eh bien, on avait des tas de souvenirs en millefeuilles, mais des souvenirs presque des vies à part entière, quoi. Voilà, des souvenirs extrêmement complets qui ne se mélangent pas et auxquels on peut accéder par strates. Voilà. Et donc, quand on repart dans des strates du passé, elles n'ont pas conscience des strates du futur, mais elles existent. Et toutes ces strates coexistent en parallèle. Et très important, ces strates de mémoire s'expriment lorsque des conditions sont réunies. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de la personne à qui on tapotait le genou. Ça a dû évoquer quelque chose inconsciemment à la personne qui l'a ramené à son problème de genou. Voilà. Et donc, on voit que des stimuli externes, parfois non voulus, conscients ou inconscients, peuvent faire ressurgir une mémoire, qu'on le veuille ou non, et consciemment ou pas. Voilà. Et donc, pour les spirites, c'est très intéressant parce que ça veut dire que notre mémoire reste vivante et peut influencer et structurer voilà, notre personnalité. Toutes ces études d'ecménésie, évidemment, ont été faites dans la vie actuelle. Les chercheurs de l'époque ne s'intéressaient pas à ces phénomènes au-delà de cette vie, puisqu'a priori, ça n'existait pas. Les spirites sont allés un peu plus loin. Hein. Et donc, ils ont cherché à s'intéresser au phénomène du coup de régression de mémoire au-delà de cette vie. Le seul problème avec ça, c'est qu'en tant que spirit, on sait aussi à quel point l'esprit, notre propre esprit, que nous soyons médiums ou pas, peut influencer dans les phénomènes. Et c'est ce qu'évoque justement Delanne, hein, et puis toutes les expériences qu'il relate, c'est que voilà, quand on va faire une régression de mémoire, on n'est jamais à l'abri que les personnes simulent parce qu'elles sont en environnement stressant, elles veulent avoir du résultat, elles aient de l'imagination, qu'elles soient en phase d'autosuggestion, ou carrément qu'elles soient médiums et qu'elles accèdent à des informations qui, en fait, ne sont pas ce qu'on cherchait à obtenir. Voilà.
Et pour toutes ces raisons, en fait, pour les spirites, les régressions provoquées sont peu fiables parce qu'on met les gens dans une situation où on attend quelque chose d'eux. Donc on va préférer des phénomènes spontanés. Alors je vous lis un petit passage juste pour vous donner une vague idée voilà, de quel point les spirites et les chercheurs de l'époque étaient conscients des problèmes, voilà, sur les biais des possibles des expérimentations. Ce qui rend l'étude du spiritisme très difficile, c'est que presque toujours, le véritable phénomène spirit se dédouble d'un autre qui n'en est qu'une contrefaçon. C'est ainsi que l'écriture automatique simule l'écriture mécanique des médiums, que l'hallucination véridique ressemble à une apparition véritable, que l'objectivation des types ressemble au fait d'incarnation, que l'idéoplastie se distingue parfois si difficilement d'une matérialisation d'esprit, de même que la paramnésie peut être prise pour un souvenir de vie antérieure. Sans exagérer ces phénomènes d'animisme, il faut cependant bien les connaître si on ne veut pas s'exposer à de graves mécomptes. Donc là, il parle de phénomènes animiques, c'est ça, hein, c'est les phénomènes liés à l'esprit sur lui-même, hein, ou les propres capacités de l'esprit, puisqu'on a des capacités au-delà de la médiumnité. Hein. Voilà, et donc, on peut potentiellement influencer nos perceptions telles qu'il les décrit là. Du coup, ils vont s'intéresser, comme je vous le disais, aux réminiscences passées, spontanées. Et donc là, vous avez vu, il a essayé de distinguer certains biais qu'il voulait éviter. Et là, je vais vous en citer quelques-uns aussi pour vous expliquer là, vous voyez, les différences très subtiles qu'il y a entre ces différents cas. Parce que ils ont eu des gens qui leur ont raconté plein de choses, qu'ils ont vues, qu'ils ont ressenties. Et donc, à chaque fois que quelqu'un venait avec un témoignage, il a fallu enquêter, voir quel était le contexte de la personne, ses croyances, etc., etc. Est-ce qu'elle avait des facultés médiumniques déjà? Est-ce qu'elle était au fait de ces choses-là? Voilà, parce que tout ça peut influencer. Et typiquement, nous, ce qu'on cherche, donc, c'est les réminiscences, c'est-à-dire des informations nouvelles qui sont venues au conscient de la personne et qu'en plus, elle a l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Voilà. Il y a quelque chose voilà, même d'intime, justement, et c'est ça qui va être faire une troisième clé pour distinguer, c'est nouveau, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose, et en plus, je m'identifie dans ces souvenirs, dans ces informations. Il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose à laquelle je suis lié intimement. Voilà. C'est difficile à décrire, hein, vous voyez. Mais c'est très différent donc, de la paramnésie, qui est en fait ce qu'on appelle communément le déjà vu. Voilà. Donc on a l'impression d'avoir déjà vu un truc, mais c'est rien de nouveau en fait, hein, souvent. C'est un truc, voilà, on a cette impression. Ou c'est encore différent de la psychométrie ou de la clairvoyance, où là on va obtenir de l'information nouvelle hein, par la médiumnité, donc psychométrie, c'est-à-dire obtenir la mémoire des objets et accéder à l'information liée à la mémoire des objets. Voilà, donc là, on va obtenir l'information nouvelle, mais c'est de l'information qui sera obtenue de manière très objective, c'est-à-dire avec un certain détachement. Vous voyez. Et c'est là, avec ce genre de subtilité, qu'on va pouvoir trier. Donc, dans les réminiscences, les deux cas principaux qui les ont intéressés le plus, et qui sont probablement les plus valables encore même aujourd'hui, ce sont les enfants en bas âge, parce que des enfants de 5 ans, a priori, même 3 ans parfois, même encore plus jeunes, n'ont aucune raison de mentir. Voilà. Et aussi les personnes qui ne connaissent pas le concept de la réincarnation. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais à l'époque, il y a vraiment des endroits où les gens n'avaient aucune notion de ces choses-là. Alors, les enfants sont des cas intéressants pour plusieurs choses. Déjà, il y a les enfants prodiges. Les enfants prodiges sont fascinants parce qu'ils ont euh, un développement du cerveau qui, a priori, de par leur âge, est bien souvent incomplet. Et donc, ils démontrent des facultés qui semblent parfois au-delà de ce que pourrait réellement enregistrer le cerveau. Quoi. Et on va considérer, avec tous les phénomènes qui ont été observés, que finalement, le cerveau devient un simple outil de transmission du savoir de l'âme. C'est-à-dire que même le cerveau n'a même pas la connaissance, il est juste là pour capter ce qui vient de l'esprit. Quoi.
Je ne sais pas s'il y a eu des études d'ailleurs qui ont été faites aujourd'hui, mais ça serait très intéressant sûrement d'avoir des études neurologiques sur ces questions. En tout cas, voilà, ça c'est clair que je pense que ça reste vrai, que le cerveau n'est incomplet, puisqu'aujourd'hui on sait même scientifiquement que le cerveau se développe au cours de la vie et qu'il y a différentes phases de développement. Et ce qui est intéressant dans les enfants prodiges, du coup, c'est que pour les spirites, c'est clairement une extériorisation de la mémoire de l'âme. Voilà. L'esprit arrive, il est jeune, il a accès encore à une certaine mémoire de son âme, qui est notamment due au fait de sa jeunesse, hein, avec cette souplesse du corps et du cerveau qui est encore très, très souple, voilà, et qui permet de ramener des acquis de vie passée. Il y a des exemples incroyables, parce que quand on parle d'enfants prodiges aujourd'hui, on imagine, je sais pas, l'enfant qui fait des super calculs mentaux, voilà. Il y en a, hein, ça peut déjà être incroyable. Mais moi, je vous ai relevé une anecdote qui m'a particulièrement bluffé. C'est en fait l'histoire d'un jeune qui s'appelle Pepito Ariola. Et c'était dans les années 1900. Et en fait, ce jeune-là, il avait 3 ans et demi. Et il jouait et improvisait sur des pianos en airs variés. Euh, alors, je vous lis même le passage. Le professeur Charles Richet a publié sur ce cas une étude dans laquelle il est dit qu'il a joué devant le roi et la reine d'Espagne 6 compositions de son invention qui ont été notées, car lui-même ne connaît pas les notes et ne sait ni lire ni écrire. C'est incroyable. Il a imaginé un doigté spécial. Il remplace l'octave par des arpèges adroitement exécutés et très habiles. Il est souvent bien difficile, poursuit le professeur Richet, quand on entend un improvisateur, de dire de qui est l'invention et ce qui est reproduction par la mémoire d'airs et de morceaux déjà entendus. Toutefois, il est certain que lorsque Pépito se met à improviser, il n'est presque jamais à court et il trouve souvent des mélodies extrêmes. Donc vous voyez, ça c'est assez étonnant. Hein, bon, pourquoi pas, on dirait. Mais ça ne s'arrête pas là parce que, en fait, cet enfant de 3 ans et demi, eh bien, il a un orchestre de 80 musiciens en 1900, aussi dans ces années 1900. Voilà, et ça a fait aussi la une des journaux de l'époque, vous vous en doutez bien, un enfant de 3 ans et demi qui est chef d'orchestre de 80 musiciens et qui fait jouer des opéras, ça laisse quand même assez pantois. Hein. Donc, surtout à une ère où finalement l'information ne circulait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut passer du temps sur sa tablette qui est incroyablement précoce. À l'époque, je pense que c'était quand même des connaissances beaucoup plus inaccessibles, ce qui donne d'autant plus de valeur à ces témoignages. Un autre cas aussi très troublant, qui est intéressant aussi parce qu'il démontre vraiment la continuité de la mémoire. Voilà. Parce que les enfants prodiges nous montrent qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu, et voilà, peut-être qu'il y a eu une mémoire passée qui, du coup, s'exprime aujourd'hui. Et donc, on peut supposer que l'enfant a eu une autre vie et a acquis des choses avant. Mais là, dans les annonces des futures réincarnations, on a quelque chose d'encore plus concret, parce que c'est des choses qui sont généralement très spontanées, les gens ne demandent pas forcément. Euh, voilà, ça peut être pendant le sommeil, parfois même en réunion médiumnique. Et des gens ont eu des informations extrêmement précises sur les circonstances de la naissance d'un futur bébé, qui n'était peut-être pas encore là, pas encore prévu hein, dans certains cas. Et à chaque fois, ce qui était très troublant, c'est que les entités annoncent qu'elles reviennent déjà, et qu'elles reviennent pour s'améliorer. Et ça s'est fait même auprès de personnes qui n'avaient pas la notion de réincarnation. Donc, vous imaginez un peu l'état dubitatif dans lequel elles devaient être. Voilà. Et pour ça aussi, j'ai une anecdote à vous raconter qui est citée dans ce livre. C'est l'histoire d'une mère qui avait une petite fille en bas âge, je pense qu'elle devait avoir 6 7 ans, et cette petite fille est morte. Tragique. Voilà, donc la mère était très très triste pendant plusieurs années, pendant 2 3 ans, je crois même d'ailleurs. Et puis finalement, un jour, elle a un rêve, et elle voit dans ce rêve sa petite fille qui était morte quelques années avant, toute lumineuse, qui vient la voir et qui lui dit: Maman, je reviens, et en plus, je n'en reviens pas seule. Voilà. Donc, la mère n'avait aucune notion de la réincarnation. Et il se trouve que, en effet,
Au bout de quelques mois, elle apprend qu'elle est enceinte. Et surprise, ça n'avait pas été vu par les médecins, mais à la naissance, il y en avait bien deux, alors qu'ils en prévoyaient qu'un seul. Elle est venue avec un petit frère. Voilà, déjà, première chose troublante, on dirait ça pourrait être une coïncidence, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, bon, et au fil des années où la fille a grandi, la mère, évidemment, enfin les parents, hein, d'ailleurs, ont eu observé des comportements qui leur rappelaient leur jeune fille, donc bon, on pourrait se dire pourquoi pas, peut-être qu'ils projetaient les souvenirs de leur jeune fille. Mais il y a eu un événement particulier, qui est très objectif, qui s'est passé lorsque la nouvelle petite fille a eu l'âge d'environ 7 ans, parce que sa mère l'a observée, l'a surprise plutôt, dans sa chambre, à un moment donné, en train de chantonner une chanson en allemand, je crois, donc une langue qu'elle ne connaissait pas. Et il se trouve que cette chanson était la chanson que chantait la nourrice de l'ancienne petite fille, donc plusieurs années auparavant, qui était partie bien avant que cette nouvelle jeune fille arrive. Voilà, donc si vous m'avez suivi, elle a chanté une chanson qui était en lien avec l'ancienne jeune fille, alors qu'elle ne la connaissait pas, qu'elle n'avait aucune raison de la connaître. Et quand la mère a demandé à cette jeune fille, mais d'où tu as entendu cette chanson? Elle lui a dit, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, je trouvais ça très joli. Voilà. Donc, c'est assez troublant. Et en tout cas, ça fait partie des phénomènes qui ont été mis dans cette catégorie de faisceaux de preuves très forts pour parler d'annonces de futures réincarnations et d'aller dans cette continuité de la mémoire. Voilà. Donc, vous voyez, avec ces phénomènes spontanés, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu démontrer que même si on savait voilà, que le corps existe, que l'esprit a priori survit après la mort, eh bien, cet esprit qui a une mémoire, qui a eu une vie, ramène sa mémoire dans la vie d'aujourd'hui, quand on voit à travers les enfants prodiges, et aussi à travers ces annonces de l'incarnation, parce que cet esprit existe avant même que le corps existe, avant même parfois sa conception, et que du coup, il contribue bien à la création du corps, et ensuite, il vient vivre son expérience. Et ce qui est amusant dans tout ça, hein, vous verrez, c'est, vous voyez, que on ne contredit pas la problématique de l'oubli de la mémoire. La mémoire, effectivement, bah, on peut que constater qu'elle est partiellement oubliée quand l'esprit revient, et bien partiellement, puisqu'on voit bien qu'il y a des cas, si on s'y intéresse vraiment, sont réellement des réminiscences du passé, comme les enfants prodiges, où vous voyez cette petite fille qui se met à chanter une chanson qu'elle a dû connaître visiblement dans la vie d'avant. Voilà, donc là, ça y est, a priori, on a une notion de réincarnation complète, hein, et se pose alors cette question, mais à quoi ça sert en fait? Hein. Ok, c'est super, on peut se réincarner, on a plusieurs vies, mais pourquoi alors? Pourquoi on oublie nos vies passées? Pourquoi on revient? Et pourquoi ouais, on vit des vies différentes, hein. Alors ça, pour le coup, ça se devine pas. Il a fallu écouter d'abord les esprits, hein. Et c'est ce qu'ont fait bah, les spirites, hein, du coup, de l'époque. Et les esprits nous expliquent qu'en fait, cette notion de réincarnation a un but de progrès. On l'a vu avec l'annonce de la petite fille tout à l'heure qui disait qu'elle revenait. Maman, je reviens, et je reviens pour progresser. Voilà. Eh bien, cette idée de progrès, et c'est tout l'objet finalement du livre des esprits, hein, quand les esprits nous expliquent que nous sommes tous créés simples, ignorants, égaux au départ, hein, à travers ce principe intelligent qu'ils décrivent, qui progressivement, en s'incarnant, eh bien, acquiert des nouvelles capacités, s'individualise et traverse différentes expériences, voilà, avec les différents règnes qu'on connaît, qui sont les végétaux, les animaux, les hommes. Et, euh, et tout ça est une continuité. Voilà. Il n'y a pas de. On classe dans les règnes, mais en réalité, les esprits nous l'expliquent bien, tout ça se suit. Voilà. Il n'y a pas de rupture, voilà, où tout d'un coup, on devient intelligent. Non. En fait, on est déjà plus ou moins intelligent, mais on développe notre intelligence. Vous voyez.
quand j'utilise le terme intelligence, j'utilise au sens très large, hein, d'ailleurs. En tout cas, on développe des capacités. Et au cours de ces expériences, eh bien, on a les corps qui sont adaptés à nos besoins d'évolution du moment. Voilà. À un moment donné, on a besoin d'un corps de plante parce que c'est ce qui est mieux pour nous pour développer les qualités dont on a besoin à ce moment-là. Hein, voilà. Mais de toute façon, on n'est pas encore conscient de nous. Donc ça tombe bien. C'est seulement au niveau de l'homme qu'on devient conscient de nous-mêmes. Et tout ça, c'est un progrès perpétuel. Et cette notion d'oubli, les esprits nous l'expliquent à travers une notion de miséricorde de Dieu, dans le sens où, en fait, si on se souvenait de toutes nos vies et des choses qu'on a moins bien faites, parce qu'il y a ça aussi, hein, on est dans l'apprentissage, on est dans le progrès, donc on fait des erreurs, et c'est avec ça aussi qu'on apprend. Eh bien, si on se souvenait de tout ça, ça pourrait être extrêmement lourd pour nous, et du coup, ça pourrait même nous crouler sous la culpabilité. Donc l'idée de cet oubli relatif, hein, eh bien, c'est de pouvoir rester centré sur le présent et de travailler sur les choses qu'on a besoin de réellement travailler dans cette vie. Alors bien sûr, c'est une vision très philosophique et surtout qui est peut-être pas démontrable intégralement en tant que telle. Malgré tout, les personnes de l'époque ont tenté, hein, de mettre en évidence, en tout cas au moins cette notion de progrès. Et d'ailleurs, pour remettre dans le contexte, à l'époque, on n'avait pas encore, où on venait d'avoir les premières théories de Darwin. Hein, vous voyez, enfin, la notion de d'évolution était encore quelque chose de pas encore admis dans l'état, la société de l'époque. Hein. Aujourd'hui, pour nous, quand on parle d'évolution, on pense aux évolutions des animaux vers l'homme. Ça nous paraît assez naturel, hein, avec les théories darwinistes. Mais voilà, pour l'époque, ça n'existait pas. C'était pas encore vraiment validé. Et surtout, la particularité du spiritisme, c'est qu'il avait envie d'apporter cette vision spiritualiste, voilà, d'aller au-delà juste de l'évolution de la matière, mais de rajouter en plus, en parallèle, l'évolution de l'esprit qui s'additionne à ça. Voilà. J'ai fait une parenthèse, mais du coup, je continue juste là-dessus, sur la notion de réincarnation, avec cette idée que nous, les esprits nous indiquent, et là c'est difficilement vérifiable, mais on a envie de les croire, que nous sommes tous voués à atteindre la perfection. Voilà. La notion de pur esprit que définit Kardec, notamment dans le livre des esprits. Et donc, cette idée qu'à un moment donné, eh bien, nous sommes parfaits, dans le sens où nous sommes en capacité d'être en communion avec Dieu, de le comprendre, et du coup de faire sa volonté en permanence. Voilà. Et lorsqu'on atteint ce niveau de purs esprits, eh bien, on n'a plus besoin de s'incarner, nous continuons notre évolution différemment, et c'est intéressant de voir justement que du coup, cette notion de réincarnation a une fin. Donc les personnes chercheuses un peu de l'époque ont voulu creuser un peu la thématique quand même, et essayer de mettre en évidence au moins des faisceaux de preuves pour montrer cette évolution à travers les différents êtres. Hein. Le plus simple, on va dire, c'était de montrer cette continuité, ou en tout cas cette ressemblance troublante entre l'animal et l'homme. Hein. Et ce qui est fascinant, c'est que en récoltant des témoignages, en faisant des expériences toujours, eh bien, on a pu mettre en évidence à quel point les animaux, spirituellement parlant, sont proches de nous. Les animaux ont un périsprit, comme nous. Ils ont un corps spirituel. Et de la même manière, comme ils ont ce corps spirituel, ils sont capables de se rendre visibles, même lorsqu'ils sont morts. Ils sont capables d'exister entre deux réincarnations. Ils sont capables de télépathie. Ils sont capables de voir des esprits quand ils sont même incarnés. Hein, voilà, il y a des chats, des chiens, des chevaux, voilà, des animaux qui sont capables de voir des esprits. Hein, peut-être pas tous, mais en tout cas certains. C'est certain, qu'elle veut dire. Et puis, voilà, l'idéoplastie, le pressentiment, voilà, toutes ces choses-là, toutes les facultés qui sont liées aux capacités de notre âme, enfin, d'homme, hein, eh bien, ce sont des choses qu'on peut retrouver chez l'animal. Et même, ils sont allés au-delà de ça, ils sont allés jusqu'à retester l'intelligence de l'animal. Aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus admis que l'animal est intelligent, qu'il a même une sensibilité, des émotions.
À l'époque, imaginez, il y a plus de 100 ans, 150 ans, l'animal, c'était loin d'être considéré comme un être sensible et intelligent. Eh bien, ils sont allés jusqu'à établir des protocoles pour déterminer le fait que l'animal était intelligent et que du coup, même s'il n'était pas aussi intelligent que l'homme, qu'il avait les germes de l'intelligence qui allaient laisser place à cette intelligence plus grande. Et j'aimerais vous citer euh, deux exemples qui m'ont fasciné. Je vous avoue que j'étais presque sceptique en les lisant, mais visiblement, ils ont été énormément étudiés à l'époque, et il y a eu beaucoup de contre-expertise pour vérifier. J'aimerais vous citer l'exemple de chevaux. Voilà, il y avait une personne à l'époque qui s'était amusée, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui avait pris du temps pour apprendre à compter à des chevaux. Et il l'a fait avec pas moins de 3 chevaux. Parce qu'il l'a fait avec un premier, les gens n'ont pas cru, du coup il l'a refait avec 2 autres, et c'était toujours la même chose. Et au début, les gens croyaient que en fait, les chevaux lisaient le visage de leur éleveur, enfin de leur maître. Ils croyaient que les chevaux lisaient des choses ou des signes, voyaient des signes voilà, dans la pièce pour, euh, pour répondre. Hein, vous voyez. Ils se sont même posé la question de est-ce que les personnes présentes dans la pièce ne peuvent pas influencer et transmettre par la pensée le résultat attendu au cheval. Et il n'en est rien parce qu'en fait, ils ont fait tout ce qu'il faut pour vérifier ça. Hein. Ils ont essayé de tester les chevaux sans leur maître, avec des œillères, avec des calculs qui étaient même inconnus des personnes présentes. Donc les épreuves étaient cachetées en avance par quelqu'un d'autre. Oui. Enfin, des trucs incroyables. Et le cheval était capable de calculer des opérations simples comme des additions, des multiplications. Il arrivait à faire des divisions. Et plus dingue encore, il arrivait à résoudre des racines carrées. Mais juste pas racines carrées de 4, hein, des racines carrées de 3267, par exemple. Vous voyez. Et le cheval répondait en tapant avec des nombres de coups sa réponse. Assez dingue, je trouve. Voilà. Et une autre histoire assez étonnante aussi, c'est celle du chien Rolf, qui est évoqué. Pareil, il a été testé à maintes reprises. Et en fait, c'est un chien à qui on lui avait appris l'alphabet. Ça paraît fou, mais le chien savait taper un nombre de coups pour chaque lettre. Et il avait aussi quelques signes conventionnels. Donc, en fonction du nombre de coups, il pouvait dire oui, non, fatigué, je veux sortir dans la rue et je veux dormir, grosso modo. Et ils ont réussi du coup à le faire parler. C'est assez dingue. Il le faisait parler en tapant les lettres, donc c'était assez long, vous imaginez bien. Mais il était capable de nommer les objets qui l'entouraient. Il était capable, quand on lui présentait un dessin, par exemple, donc, du coup avec des représentations abstraites des choses, de nommer les choses qui étaient dans le dessin. Donc imaginez un peu les capacités cognitives de l'animal. Et puis, il était capable, du coup, de dire ce qu'il ressentait. Par exemple, ils lui ont demandé, mais c'est quoi que tu aimes le plus au monde? Et je crois qu'il avait répondu le saumon fumé. C'est assez drôle. Mais ça montre aussi l'intérêt voilà, d'un animal. Voilà. Quand on est animal, on a peut-être une intelligence, mais notre intérêt est assez focalisé sur des choses super terre-à-terre, qui sont liées à notre survie. Et c'est ce que disent les esprits, d'ailleurs. Et une autre chose, pareil, ils ont demandé de définir qu'est-ce que l'automne. Voilà. Alors l'automne, plutôt que de lui parler de saison ou de choses liées aux feuilles, par exemple, il disait c'est le temps où on mange des pommes. Vous voyez, centré sur la nourriture. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Et ce qui était notable aussi dans ce qu'il racontait, c'est que parler avec ce chien et avoir cette interaction intelligente forte était quelque chose d'extrêmement fatigant pour l'animal. C'est quelque chose qu'il a remarqué. Euh, quelque chose où voilà, il bâillait, il était vite fatigué et parfois même quand il faisait vraiment beaucoup d'efforts, il avait des légers saignements au niveau des narines qui démontraient une activité cognitive intense. Donc c'est étonnant parce que on voit bien donc la capacité de compréhension de l'animal, la capacité d'apprentissage, et en plus la volonté de l'animal de se soumettre à l'exercice, hein, parce que c'est lui qui faisait cet effort d'être fatigué. Imaginez, enfin, il pourrait se dire, j'ai pas envie d'être fatigué, laisse-moi tranquille. Non, il avait envie de communiquer malgré cette fatigue que pouvait lui générer cet effort. Hein. Voilà.
Donc ça ne nous a pas démontré que euh, totalement le phénomène, mais ça appuie cette idée que les esprits évoluent et que nous avons tous au fond de nous-mêmes, quel que soit notre niveau d'évolution, les germes des choses plus grandes qui vont un jour s'exprimer au fond de nous-mêmes. Voilà. Et nous avons besoin de ces expériences pour les faire germer. Je termine du coup, juste à l'heure, sur pour résumer un peu tout ce qu'on a vu ce soir. Vous aurez sûrement des questions par la suite. Mais voilà, donc on a traversé ce soir tout ce raisonnement qui ont amené à convaincre les spirites, les moins spirites de cette réincarnation. Hein. Avec cette idée d'abord que notre individualité survit à la mort. Nous avons un corps spirituel qui existe, qui nous permet d'exister encore, même au-delà du corps. Que ce corps spirituel préexiste avant notre corps, et c'est indispensable parce que c'est lui qui le modèle, le maintient et permet notre incarnation. Et c'est lui qui nous relie à cette mémoire. Et cette mémoire, eh bien, elle traverse nos incarnations, elle nous accompagne tout au long de notre vie, enfin de nos vies d'ailleurs, voilà, et elle est totale. On peut accéder à tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous a impacté, consciemment, inconsciemment. Elle est là, toujours avec nous, et elle nous influence en permanence. Et donc, nous, en nous réincarnant, nous ramenons toujours une part de nous-mêmes, de nos vies passées, que nous remportons ensuite dans les vies d'après. Voilà. Et tout ça avec un seul but, c'est le progrès. Voilà. Et cette mémoire nous y aide. Hein. C'est aussi parce qu'on se souvient de ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, moins bien fait, ce qu'on aurait aimé faire, ce qu'on aurait aimé faire autrement. Eh bien, c'est grâce à cette mémoire qu'on ramène avec nous que nous sommes capables de progresser, d'avoir une conscience de nous-mêmes, de nous dire j'existe, je suis une personne à part entière avec mon histoire. Voilà. Et ça, c'est indispensable pour avoir cette notion de réincarnation telle qu'elle est décrite dans le spiritisme. Une dernière chose que je ne vous ai pas dite, que je voulais vous dire aussi, c'est, voilà, nous avons convaincu des personnes du monde physique à l'époque, mais comme disait aussi Delane dans son introduction du livre, eh bien, cela a permis aussi de convaincre les esprits désincarnés. Voilà. Il a fallu plus de 20 ans, disait Delane, pour que globalement, il y ait une convergence ensuite dans le milieu spirituel pour affirmer, soutenir cette thèse de la réincarnation telle qu'elle est exprimée dans le livre des esprits. Et ça nous montre à quel point tout le travail qu'on peut faire dans le monde incarné peut avoir un impact ici, mais aussi de l'autre côté, que ce soit directement à travers ces esprits qui nous observent, puisqu'on voit qu'ils existent, qu'ils nous parlent, qu'ils peuvent nous écouter et nous observer, mais aussi à travers le fait que eh bien, les personnes incarnées qui ont été convaincues ramènent aussi de l'autre côté cette connaissance, cette vision de la vie. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et du coup, je reste avec vous si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Dans un livre psychographié de Chico Xavier qui s'appelle Ouvrier de la vie éternelle, André Louis fait partie des équipes de secours qui viennent au moment de la désincarnation aider certains frères qui ont une vie exemplaire et ces équipes les aident à se désincarner. Et donc, Sœur Zenobia tient une sorte d'hôpital, de maison de repos qui s'appelle une maison de transition, où les désincarnés vont quelques heures ou quelques jours après leur mort. Et juste avant de partir dans des sphères supérieures, elle leur chante une chanson que je ne vais pas vous chanter, mais cet esprit éclairé rend hommage à l'incarnation et la désincarnation. Et c'est ça que j'aurais aimé lire en clôture. Parce que c'est un esprit supérieur qui l'a écrit, parce que c'est une vraie ode à la vie, c'est écologique, c'est respectueux. Ça a été écrit dans les années 40, rappelons-nous. Donc voilà ce que cet esprit supérieur dit aux désincarnés au moment où ils vont être emmenés dans les sphères supérieures. Ô terre, mère dévouée, à toi,
notre éternel hommage de gratitude, de respect dans la vie spirituelle. Que le Père de grâce infinie sanctifie ta grandeur et bénisse la nature de ton sein maternel. Quand nous errions affligés dans l'abîme de dense ombre, tu nous as rendu la croyance dans le jour rénovateur. Tu nous as enveloppés bienveillantes dans tes fluides et vêtements chauds. Tu nous as réservé du travail dans la divine loi de l'amour. Tu as supporté sans plainte notre mépris irréfléchi. Dans le sublime apostolat du bien tendre et infini, en réponse à nos crimes, tu as ouvert notre avenir, depuis les ténèbres du sol dur jusqu'au temple de lumière de l'au-delà. Dans tes champs de travail, dans les cours de 1000 vies, nous avons guéri de pénibles blessures. Nous avons appris des leçons importantes dans tes saintes chaînes d'amour et de renaissance. Notre sombre pensée s'est habillée de clair soleil. Nous te remercions pour la bénédiction de la vie que tu nous prêtes, par tes rivières, tes forêts, tes horizons d'azur, pour tes arbres augustes, tes villes frémissantes, tes fleurs innocentes du chant du printemps. Nous te remercions pour les douleurs que généreuse tu nous as données, pour le trajet céleste dans la montagne d'ascension, pour les larmes poignantes, pour les épines aiguës, pour les pierres des chemins. Reçois notre amour et notre gratitude. En échange des souffrances, des inquiétudes et des cauchemars, tu nous donnes ton amour de mère des croyants et des incrédules. Sois béni pour toujours avec tes blessures et tes croix. Les détresses que tu produis se transforment en joie dans les cieux. Ô terre, mère dévouée, à toi notre éternel hommage de gratitude, de respect dans la vie spirituelle. Que le Père, de grâce infinie, sanctifie ta grandeur et bénisse la nature de ton sein maternel.